La bande-son de l'année 2023, c'était beaucoup celle-ci. Partout en France et notamment à Besançon. Où on y a vu des bonnes idées pour remplir les caisses de grève. Entendu des slogans audacieux et inédits. Et où on a aussi célébré l'inventivité déployée pour nous sortir de l'impasse. Bravo le serrurier! Serrurier de père en fils. Bon, il se trouve que 50 ans auparavant, à Besançon, il s'est passé quelque chose qui fait écho avec le mouvement de 2023. Il y a 50 ans commençait un conflit qui est passé à la postérité. Cette année 2023, des événements qui se succèdent autour des 50 ans du conflit libre. C'était au printemps 73. Le 50e anniversaire. Les 50 ans de la Grande Marche de 73. C'est pas seulement un anniversaire de la nostalgie. On le voyait venir. Mobilisation extraordinaire. Plus emblématique. Cette lutte emblématique. La révolte des LIP. 100 000 participants. Capacité d'invention collective. Profession du collectif. La résistance. Question d'autogestion. Remettre en lumière. Regarder dans la lutte de l'IP. Ces coups d'éclat, ces personnalités. Ça a été quoi le résultat? Que reste-t-il de l'affaire LIP? On se paie avec le produit de notre propre travail, ce qui évidemment avait un aspect quasi révolutionnaire à ce moment-là. C'est quelque chose qui fait rêver. Et puis on parle un peu moins des personnes qui en effet ont pu assez mal vivre la lutte à un moment ou à un autre. C'est très à contre-courant de ce que moi j'avais pu voir, de ce que j'avais aussi envie de penser. Le passé n'est jamais complètement passé, c'est-à-dire que le présent peut modifier le passé en lui donnant un sens nouveau ou un sens différent. Ce conflit n'a pas permis aux femmes issues de la classe ouvrière de s'émanciper et de gagner en autonomie. Les 50 ans de l'affaire LIP, une mémoire à désenchanter. Au cas où il y ait besoin de rappeler ce que c'est LIP, Antoine Cholet, historien à l'Université de Lausanne, va le faire très rapidement. Bonjour. Salut Antoine, ça va ? Ça va bien. Il va aussi Merci. nous dire pourquoi on continue à célébrer une mobilisation qui date pourtant de 1973. L'entreprise LIP de Besançon, qui est une entreprise horlogère, elle est rachetée par un consortium suisse qui s'appelle Ebouche SA, qui est l'ancêtre de Swatch, et qui, à l'approche de 73, va mettre la pression sur l'entreprise en prétendant qu'elle n'est pas rentable. Donc ça conduit à un conflit qui devient de plus en plus grave au courant de 73, où tout à coup les ouvriers qui étaient baladés depuis des semaines se rendent compte qu'en réalité c'est un plan de licenciement qui est prévu. Au printemps de l'année 1973, un mouvement de grève commence à se développer dans l'usine LIP de Besançon. L'affaire LIP, le goût du collectif de Dominique Dubosc. 480 licenciements sont prévus dans l'immédiat sur un effectif de 1300 salariés. Et à partir de là, ils vont construire une lutte totalement originale jusqu'au début 74, en relançant la production dans un premier temps et en se payant eux-mêmes grâce aux ventes de montres. Donc c'est le fameux slogan on produit, on vend et on se paie. Nous proposons de faire tourner la partie montage horlogerie. LIP, un combat, un espoir, archives sonores. Attention, on va pas être des patrons forcenés pour les gens. Les gens eux-mêmes discuteront de leurs conditions de travail, de leurs horaires, etc. Il s'agit simplement de mettre en route la mécanique. La mécanique horlogère. Donc voilà. La lutte engagée par les LIP monte en puissance lentement à travers une série d'actions qui permettent surtout à l'ensemble du personnel de discuter sur place et d'élaborer lui-même ses revendications. À peu près la moitié des ouvriers sont des ouvrières à LIP. Jusqu'en 73, les femmes étaient peu présentes dans les instances syndicales, dirigeantes, etc. Et la lutte de 73 met toute une série de femmes en avant. Alors il y en a une qui est devenue ensuite connue, qui a été connue pendant la lutte et qui l'est restée, qui est Monique Piton, qui a écrit un livre l'année suivante. J'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Puisqu'on vous dit que c'est possible. Chris Marker. Parce que chez LIP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres.
Je les compte à part, hein. Bon, alors je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. Et Monique Piton, d'une certaine manière, sert un peu de révélatrice à une intervention féminine beaucoup plus appuyée pendant la lutte, où on voit, encore une fois, des femmes qui prennent des responsabilités, qui changent de poste de travail, qui se mettent à faire des choses qu'elles pensaient ne pas être capables de faire, etc. Donc ça fait partie des effets d'émancipation, en réalité, de la lutte politique à Lip. Souvent, je ne suis pas la seule, on avait l'impression quand même d'une petite vie monotone, la petite ville de province où il n'y a rien à faire le soir. C'était un peu, comment on appelle ça, boulot dodo, quoi. Enfin, je sais plus, métro, boulot dodo, nous c'était pas métro, mais c'est pareil. Et puis, non, on a découvert de nouveaux horizons. Voilà, pour moi qui viens de Besançon, c'est l'image que j'ai de Lip depuis que je suis adolescente. Des ouvriers et des ouvrières qui luttent ensemble, à part égale, qui s'émancipent dans la lutte. Et ces trajectoires d'émancipation, elles ont justement intéressé la sociologue Lucie Cross. Oui ? Oui, c'est Géraldine. Oui, c'est au 3e. Ok. C'est bon ? Lucie Cross a fait une thèse en sociologie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, qu'elle a intitulée « Les ouvrières et le mouvement social, retour sur la portée subversive des luttes de chez Lip, à l'épreuve du genre ». Tu veux un café ? Volontiers, merci beaucoup. Mais t'as un chat. C'est Pistou. J'ai commencé par les entretiens, comme on fait habituellement en sociologie, un petit peu d'exploration. Je suis allée vers les personnalités les plus faciles à identifier, les anciens leaders, qui m'ont tout de suite dit oui, qui m'ont reçu chez eux, qui se sont racontés facilement. Je me suis rendu compte assez vite que j'avais plus d'hommes que de femmes. Donc petit à petit, j'ai demandé aux hommes que je rencontrais de me donner des noms de femmes. Et là, c'était assez rigolo parce que il faisait un tri en fait devant moi de façon très naturelle. Elle, c'est pas la peine, elle dira non, ou elle, c'est pas la peine, elle vous dira rien, ou elle va pas vous raconter des choses intéressantes. Donc voilà, il triait les gens et moi je disais mais non, mais en fait, moi tous les regards ou tous les avis m'intéressent. Je suis arrivée à avoir une vingtaine d'entretiens avec des femmes. Après Lip, quelles incidences ce conflit il a eu sur les trajectoires des femmes et des hommes qui y ont participé ? C'était ça ma question au départ. Et j'en arrive à dire que les incidences ont été très différentes pour les hommes et pour les femmes, mais parce que l'expérience des luttes a été substantiellement différente pour les hommes et pour les femmes. Ma foi, mon mari travaille, j'ai des enfants mariés, il m'en reste 4 à la maison. Journal de l'ORTF, 1973. Je suis obligée de travailler pour leur permettre de poursuivre leurs études. Je parlais de division sexuée du travail militant. Ce travail militant au sens large, je l'ai un petit peu sous-catégorisé, sous différentes tâches. Il y avait des tâches militantes qui étaient issues du travail à l'usine, puisqu'il y a eu une relance des chaînes de production. Il y a eu les tâches militantes que j'ai qualifiées d'issues du travail domestique, donc tout ce qui était ménage à l'intérieur de l'usine, commission restaurant, cuisine, garderie d'enfants. Et les tâches, on va dire, proprement militantes, comme manifester, distribuer des tracts, organiser des AG, partir en meeting, etc. Et dans chaque sous-catégorie, ce que j'identifiais, c'est en fait une continuité de la division sexuelle du travail au sens classique et traditionnel du terme. Alors typiquement, c'était très visible ou exacerbé dans le cadre du travail domestique intégré à l'activité militante. Là, on voyait bien qu'il était assigné principalement aux femmes. D'ailleurs, c'est pas du tout caché ou masqué, puisqu'à l'époque, ça fait tilt à personne. C'est assez normal que ça soit des ouvrières qui fassent le ménage de l'usine parce que le service de ménage ne vient plus, comme l'usine est occupée. Encore plus flagrant au niveau de l'organisation de la garderie Lip, la garderie d'enfants, puisque les femmes qui s'inscrivaient dans la commission garderie, c'était des femmes qui avaient à ce moment-là des enfants en bas âge. Et donc elles le disent quand je les interroge. Qu'est-ce que vous avez fait au moment de 73, au moment de la lutte ? Moi je me suis mise à la garderie parce que j'avais mon fils à ce moment-là à m'occuper et donc ça me permettait d'être dans l'usine occupée et en même temps de m'occuper de mon fils ou de ma fille. Les mères de
familles sont nombreux chez l'IP. Journal de l'ORTF, 1973. Nous sommes aujourd'hui menacés de perdre notre emploi. De quoi demain sera-t-il fait? Pour que ces messieurs, propriétaires de l'usine, gagnent beaucoup d'argent, les 800 enfants du personnel se verront privés de bien des choses. La liberté de manger des cerises ou des fraises en juin. Encore une fois, moi je suis dans une analyse comparative en fait, à partir de ce que me disent les femmes et les hommes. Et je vois que les hommes, typiquement, il n'y en a aucun qui m'a dit « bah moi, je suis allé m'occuper de mon fils ou de ma fille à la garderie ». Non, bah non. Les hommes, ils partaient en meeting à l'extérieur. Il n'y a pas d'ordre du jour dans les sous-commissions. Simplement, vous savez, le travail que vous avez effectué de façon générale. Ils allaient populariser la lutte. Donc, ils partaient aux quatre coins de la France, ils partaient en Belgique, ils partaient... voilà. Moi, dans mon échantillon d'enquête, je vois que vraiment le statut de mère et en plus d'avoir des enfants en bas âge, c'est vraiment un frein quoi, dans l'implication dans les activités militantes. Ça n'était pas du tout pensé pour égaliser justement et puis pour permettre aux femmes, pour leur faciliter leur implication militante. L'effort, on va dire, qui était produit, c'était par rapport à la conjugalité. Il y avait des femmes qui venaient puis qui disaient bah là ça va pas, enfin voilà, avec mon mari il veut pas que je vienne militer, etc. Et donc là les leaders, grands princes, ont dit bon bah reste chez toi quelques jours et puis après tu reviendras. Donc il fallait absolument préserver cette cellule familiale, cette cellule conjugale. Il y a des femmes à l'IP qui ont pensé cette division du travail. Après 73, quelques-unes d'entre elles ont même monté ce qu'elles ont appelé le groupe femmes pour porter leurs revendications. On a l'impression qu'on ressort que notre agressivité. Christiane et Monique, Carole Roussopoulos. Qui alors est perçue par le restant du collectif comme une agression contre les délégués, au lieu que ce soit quelque chose, une richesse que t'apporte au collectif. C'est comme ça que je le ressens. Quand j'interrogeais les hommes et les femmes de l'IP plus de 40 ans après, en disant bah alors le groupe femmes, enfin voilà le mouvement des femmes chez l'IP, vous en pensez quoi? Très généralement, c'est non mais les hommes et les femmes, ils étaient égaux dans ce conflit, il n'y avait pas de différence. Et puis voilà, sauf celles qui en parlaient, c'était vraiment qu'elles avaient un petit peu des problèmes. Mais bon, ça les concernait qu'elles-mêmes. C'est lui que ça a choqué. Mais tu te rends pas compte, il y a je ne sais combien de gens qui sont venus me trouver en me disant, vous savez, c'est fini. Ici, on ne veut plus entendre parler ni de la contraception, ni du viol, ni de l'homosexualité. Je dis quoi? Mais pourquoi ces gens-là, vous ne les avez pas envoyés à moi? Parce que je regrette, j'ai eu aucune réflexion, personne n'est venu me faire une réflexion de ce genre-là. Donc elles étaient vraiment décrédibilisées à l'intérieur du collectif. Ces logiques de décrédibilisation, elles émanaient, j'allais dire, directement du syndicat, qui finalement n'ont pas pris à bras-le-corps les revendications qu'elle pouvait porter, mais tout bêtement, elle disait que plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes chez l'IP, et ça, typiquement, c'était impossible à défendre, quelque part, il fallait qu'elle se débrouille avec ça. Pareil, elle disait dans le syndicat, il n'y a pas suffisamment de femmes à des positions d'élus, de délégués syndicales, c'est pas normal. Bon, là, encore une fois, débrouillez-vous avec ça, présentez-vous aux élections. Vous ne ferez aucune tâche matérielle tant qu'on ne laissera pas le droit de m'exprimer aussi. Oui. Voilà, alors, c'est pas par fainéantise, c'est pas parce que je veux rien faire dans la lutte, c'est parce que j'ai compris que je ne veux plus me passer pour un boy uniquement. Comme en 73 au début, moi je faisais beaucoup de tâches matérielles, mais jamais j'aurais osé, puis jamais j'aurais peut-être pas été capable d'amener une réflexion, moi, dans un collectif ou un truc comme ça. Même ceux qui viennent pas, c'est justement parce qu'ils font l'analyse politique en quelque sorte, ils se rendent compte qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Ils se rendent compte que la lutte elle est menée par un petit noyau, une petite bande de copains là, qui dirigent la lutte. Cette position antiféministe, elle n'est pas assumée par les anciens leaders syndicaux ou militants masculins, elle n'est pas soit conscientisée, pas assumée. Donc, il ne s'agit pas de les accuser d'être féministes, il s'agit de dire qu'elles étaient trop extrêmes ou trop radicales et que du coup, pas du tout dans la ligne qui pouvait être celle du collectif. Elles étaient isolées en fait. C'est ça un peu l'idée. On se serait fait houspiller par un patron, comme on s'est fait houspiller l'autre jour,
Christiane là, à propos de son compte rendu de Bordeaux, ben, on serait allé pleurer vers les délégués. Alors là, on va aller pleurer vers qui? C'est les délégués qui nous traitent mal comme tout. Assez vite, je prends conscience que mon travail va consister à déconstruire le mythe autour de l'IP. Ce mythe, c'est de dire... C'est un conflit spectaculaire, super radical, parce qu'il y a des moyens illégaux qui sont employés. Et en plus, il y a des hommes et des femmes là au milieu. Donc, forcément, c'est un conflit qui a produit une émancipation des hommes et des femmes de la classe ouvrière. Tout mon travail va consister à attaquer vraiment frontalement ce mythe et à le détricoter et à le déconstruire en disant non, factuellement, c'est pas ce qui s'est passé. Ce conflit n'a pas permis aux femmes issues de la classe ouvrière de s'émanciper et de gagner en autonomie. Au contraire, j'allais dire, ce conflit, il a quelque part, pour exister, il a impliqué une reproduction des inégalités de genre pour assurer sa survie matérielle. Et c'est évidemment très à contre-courant de ce que moi j'avais pu voir, de ce que j'avais aussi envie de penser quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IP. Bien sûr que j'étais admirative de ce conflit, bien sûr que c'est quelque chose qui fait rêver, qu'on se dit mais c'est possible en effet de remettre en question tout un système de domination, de contraintes et de normes qu'on a vécu au quotidien. Oui, mais en partie seulement. En 1974, les LIP remportent une grande victoire. Il et elle ont trouvé un repreneur. Il n'y aura ni démantèlement, ni licenciement. C'est en général ce conflit qu'on connaît le mieux. Le premier, celui qui est raconté dans le film de Christian Rouault, L'imagination au pouvoir, sorti en 2007, et qui a inspiré ensuite des fictions sur l'IP. Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. Et puis, il y a eu le jour où les premiers ouvriers sont revenus dans l'usine. On connaît beaucoup moins la suite, le deuxième conflit, commencé en 1976. Là, il y a une deuxième lutte qui s'engage, mais qui est à la fois beaucoup plus longue, beaucoup plus dure, Antoine Cholet. qui se terminera relativement mal, puisque les ouvriers et ouvrières de l'IP vont créer un certain nombre de coopératives à la fin des années 70 et début des années 80 qui vont la plupart se casser la figure et laisser les gens extrêmement amers. Et en particulier parce que les ouvriers ont dû se virer eux-mêmes dans les coopératives. Tout le monde n'a pas été repris. Les femmes, par exemple, ont été moins reprises que les autres. Si tu demandais aux trois quarts des LIP, je dirais, d'accord, en réunir 50, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Ils vont dire quoi? Fils de l'IP, Thomas Favergeon. Ils veulent plus parler, parce que pourquoi ils veulent plus parler? Parce que ils ont compris que aboutit à rien, quoi. Cette deuxième lutte, elle est déchirante, en fait. Il y a des travaux qui portent sur la construction coopérative, mais pas assez, manifestement, puisque c'est toujours un moment qui est beaucoup éclipsé par la grande fête de 73, par la grande victoire de 73. C'est après ce qui se passe après 76 et après 81, pour moi, ne modifie pas complètement le rapport que l'on peut avoir à la lutte de 73. Parce que c'est dire, vous voyez, cette lutte très inventive de l'IP pendant des mois, en réalité, n'a donné que cet échec des coopératives qui, en fait, prouverait que, de toute façon, l'entreprise n'était pas viable. Si on a cette position-là, en réalité, c'est une position capitaliste, c'est une position de patron qui gère son entreprise et qui aimerait que les syndicats soient pas trop revendicateurs. On peut avoir la position inverse de dire, quand on se lance dans une lutte, en effet, on ne sait pas ce qui va se passer, le futur est ouvert, on ne sait pas très bien ce qui va advenir, y compris personnellement, mais on se lance quand même dans cette lutte parce que la situation est inacceptable, parce qu'on est pris par la lutte aussi, et parce que ça crée quelque chose de nouveau. Et je pense qu'on le voit dans tous les grands mouvements politiques. Les militants égyptiens qui, en début 2011, sont place Tahrir, s'ils s'étaient demandé, dans 10 ans, qu'est-ce qu'il adviendra de l'Égypte, sans doute qu'ils seraient rentrés à la maison. La question qui est toujours très, très vivante après les conflits politiques et les luttes de ce type-là, c'est
de savoir effectivement, est-ce que la chose importante, c'est de savoir ce qui s'est véritablement passé, de reconstruire le passé tel qu'il est advenu. Et ce que dit Walter Benjamin, c'est que le principe d'une histoire, alors d'une histoire révolutionnaire ou d'une histoire émancipatrice, n'est pas de recréer aussi précisément que possible quels étaient les rapports de force à un moment donné, mais c'est de réactiver des possibilités du passé. Et d'une certaine manière, s'agissant de l'Ypres, on peut très bien faire une histoire très intéressante de l'Ypres sans parler de la suite. Et en disant, voilà ce qui s'est passé entre juin 1973 et janvier 1974. Et c'est déjà une œuvre d'histoire qui peut servir à d'autres personnes. Et l'argument consistant à dire, oui, bon, d'accord, c'est très joli, mais enfin, les coopératives qu'ils ont créées se sont cassées la figure, finalement, ils ont tous été virés, n'est pas une réponse au même niveau, d'une certaine manière. Ça fait partie de l'histoire, évidemment, mais c'est pas parce qu'il y a eu cette lutte que les coopératives se sont cassées la figure. Et surtout, cette lutte, et ça c'est une idée benjaminienne importante, permet de refaire des luttes dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de court-circuit historique, comme il l'appelait, entre le passé et le présent. C'est quelque chose qu'on peut voir avec l'Ypres, mais c'est quelque chose qu'on peut voir avec la Commune de Paris, c'est quelque chose qu'on peut voir avec la Révolution française, et même avec des événements beaucoup plus anciens. Nous devons rester unis pour gagner cette lutte en faisant plier le gouvernement. Nous ne lâcherons rien. Si on doit à nouveau être dans la rue, on y sera. Alors Macron, si tu nous mets 64, on te remet 68. L'idée du court-circuit historique chez Walter Benjamin, c'est que tout à coup, depuis le présent, on établit une relation directe avec un événement du passé et sans se préoccuper de ce qui est arrivé entre deux. L'exemple de la Commune de Paris est toujours très présent chez Walter Benjamin, mais on peut, encore une fois, prendre l'autre exemple connu, c'est les révolutionnaires français. C'est un exemple déjà donné par Marx, qui s'habillent avec des toges latines et qui, voilà, tout à coup établissent une espèce de court-circuit de 2000 ans, ou un peu moins, entre la République romaine et ce qui se passe pendant la Révolution française. Mais c'est vraiment cette idée que le temps n'est pas linéaire, n'est pas homogène et vide, comme le dit Benjamin, mais qu'on a un temps qualitatif et qu'il y a des moments du passé qu'on peut réactiver dans le présent. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, demain les gens de la police partout refleuriront sur les trottoirs, justice nulle part, faire de leurs états de service et le pistolet en sautant. Chorale militante de Nantes à la manifestation contre les violences policières, février 2015. Par les mouchards et les gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Le passé n'est jamais complètement passé. C'est-à-dire que le présent peut modifier le passé en lui donnant un sens nouveau ou un sens différent. Nous souhaitons participer au sursaut anti-extrême droite survenu suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Besançon, juin 2024. Des militantes et militants font irruption dans une antenne de France Travail pour dénoncer la réforme de l'assurance chômage. Cette réforme aura 3 conséquences majeures. Une grande banderole est déployée, sur laquelle on peut lire en clin d'œil au slogan des LIP « On travaille, on cotise, on décide ». C'est pourquoi la CGT Spectacle Besançon souhaite alerter sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui passera par décret le 1er juillet. Bien sûr qu'on a envie de faire des courts-circuits historiques et de se donner la possibilité de lutter dans le présent. Mais est-ce que pour ça, on doit participer à diffuser une mémoire enchantée des luttes, au détriment de la réalité de ce qui a été vécu du point de vue des dominés ? C'est vrai qu'il y a eu ce débat sur les personnes qui, à l'intérieur de la lutte, et en particulier les femmes, mais ça concerne aussi les immigrés par exemple, étaient dans une situation tout de même de domination à l'intérieur même de la lutte. Donc il y a les grandes figures, il y a Charles Piaget, il y a la CFDT, il y a le comité d'action avec Ragnès, il y a la CGT. Et puis on parle un peu moins des personnes qui en effet ont pu assez mal vivre la lutte à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que la question
D'un point de vue historique, mais aussi de mémoire du mouvement ouvrier, la question, elle est plutôt de se demander s'il n'y a que deux récits qui s'opposent. Donc il y a le récit, d'un historiciste au sens de Benjamin, c'est-à-dire qui reconstruit les choses, les rapports de force, et qui finit par dire de toute façon l'usine en 73 ne pouvait pas être sauvée parce qu'elle devait faire faillite. Donc elle a fait faillite un petit peu plus tard du fait de la lutte, mais en réalité ils n'ont gagné que 2 ans. Et puis avec une défaite importante par la suite. Et puis il y aurait le récit parfois un peu enchanté des ouvriers, des ouvrières, celui qu'on voit un peu dans le film de Rouault, où on sort avec des étoiles dans les yeux en se disant c'est génial ce qui s'est passé à Lip. Et là je pense qu'on touche à une question importante, c'est-à-dire est-ce que la mémoire, la reconstruction mémorielle, la remémoration, comme le dit Walter Benjamin, doit nécessairement être enchantée. Je ne pense pas que ce soit le cas. La mémoire peut aussi montrer les conflits, et surtout, on peut aussi identifier, ça me semble être la chose la plus importante, une pluralité de mémoires à l'intérieur d'un événement. Et il y a des mémoires encore plus dominées que les autres. Pour reprendre l'exemple de la Commune de Paris, il y a la mémoire de la révolte kanak en Nouvelle-Calédonie, où une partie des communards qui sont au bagne en Nouvelle-Calédonie, en réalité, se mettent du côté des colons français contre les kanaks, avec quelques exceptions, dont Louise Michel, mais ça fait aussi partie de l'événement. Donc je pense qu'il faut pluraliser, tout simplement. C'est quoi la conclusion de l'histoire Lip, en fait ? C'est fini, quoi. Fils de Lip, Thomas Favergeon. Et à ton avis, quel héritage on peut en tirer ? Je sais pas quoi dire. Que ça servait à quoi de faire ça ? Hein ? Ça servait à quoi ? Pour les autres. Hein ? Pour les autres ? Avoir des récits pluriels sur Lip, même 50 ans après, ce n'est pas si évident. Comme l'a fait remarquer Lucie Cross lors du colloque universitaire organisé en 2023 à Besançon sur l'affaire Lip, peu de femmes se sont exprimées lors du cinquantenaire. On est héritier et porteur dans notre chair de Lip. On voit Fatima Demoujou dans le film de Christian Rouault et dans celui de Thomas Favergeon. Chacun, finalement, on a un tronc commun qui est ce sentiment de se dire mais non, c'est quand même, il y a quelque chose qui s'est arrêté là, c'est pas comme ça que je voyais l'arrêt. On appartient à une histoire et que je l'accepte pas dans son flou. Fils de Lip, Thomas Favergeon. Mais sa présence ensuite, elle s'est faite beaucoup plus rare. Et pour les 50 ans de Lip, elle a refusé de parler. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en effet, Fatima Demoujou s'était mise en retrait là, à l'occasion des célébrations des 50 ans de Lip. On ne l'a pas entendue. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été sollicitée. Elle a été sollicitée, je le sais, à plusieurs reprises. Et elle a décliné. J'avais à cœur de pointer son silence parce que à la fois, ça rentre en résonance par rapport... je trouve à l'histoire des femmes chez Lip, dont l'expérience est restée dans le silence pendant finalement très longtemps, et encore maintenant, au fait qu'il y a eu des femmes qui refusent de s'exprimer en entretien, et que quelque part, Fatima Demoujou, c'est un silence conscient. C'est un silence qui se veut signifier qu'il y a un problème. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à s'exprimer en public, qui a un discours qui est très très fluide, très très construit, analytique, plaisant à écouter. Mais sauf que Fatima Demoujou est dans un piège. Lorsqu'elle s'exprime, en fait, elle va représenter ce qu'elle est en train de dénoncer. Elle va contredire ce qu'elle cherche à dénoncer par le simple fait de s'exprimer. Dans son discours, elle porte le fait que les ouvrières étaient dominées dans ce conflit, en tout cas que celles qui ont contesté les inégalités sexuées, elles se sont fait vraiment mal recevoir par le syndicat, marginalisées, stigmatisées, etc. Elle va mettre en accusation les anciens leaders, c'est sûr, mais en même temps, en portant ce discours-là, elle montre que le conflit a permis une émancipation, puisqu'elle-même l'a conscientisé. C'est l'exception qui confirme la règle, Fatima. Moi, pour m'être exprimée à plusieurs reprises l'année dernière, je trouve que c'est coûteux de s'exprimer parce que, surtout quand on porte ce discours-là sur Lip, où on dit finalement c'était pas que merveilleux, c'est un conflit qui a aussi ses zones d'ombre et ses limites. Vous faites face à des choses qui peuvent être assez offensantes.
Quand je m'imagine à la place de Fatima Demouzo, je me dis mais combien c'est dur, quoi. Surtout quand ça fait plusieurs décennies qu'on se traîne ces formes de mépris. Si je veux rationaliser un peu, c'est qu'on retienne que ça n'a pas nécessairement été la grande émancipation qu'on voudrait, que c'est pas une erreur de le dire et que ça n'est pas non plus desservir le mouvement que de le dire. Si on est dans cette réflexion sur changer la société, changer les rapports entre les femmes et les hommes, il faut partir de ce regard honnête pour justement accompagner le changement et le soutenir auprès des générations qui luttent, plutôt que de se dire par le passé ils y arrivaient à avoir des luttes égalitaires et puis nous on n'y arrive pas, mais comment ça se fait, on est nuls? Non, ils n'y arrivaient pas avant. Donc disons-le, et puis travaillons ensemble. Bon, vous le savez, en 2023, la réforme a fini par passer. Mais comme nous invite à le faire Donald Reed sur l'affaire LIP, on peut toujours se demander quelle force et quel sens donner à la défaite. Se rappeler que des courts-circuits historiques sont possibles et être attentive aux silences qui en disent long. 15 000 personnes dans la rue à Besançon, rien de tel depuis la libération. Les magasins fermés, les cloches ont sonné, l'archevêque au micro. Rien ne sera plus jamais comme avant. C'était les 50 ans de l'affaire LIP, une mémoire à désenchanter, par Géraldine Werner-Ekop. Un immense merci à Lucie Cross ainsi qu'à Antoine Cholet. Merci également à Jeanne Crétin-Metna, à Cécile Péchu, à Thomas Bouchet, à Ismaël Chanard, à Claire Martin, dont vous avez entendu les chansons, à Adèle Ratt, à la CGT Spectacle 25 et à Delila Bellakal. On va parler de notre vie partout, et tous les mecs, ils peuvent parler. Les femmes n'ont plus des têtes résignées, rien ne sera plus jamais comme avant.